Bonjour à tous, à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau webinaire, des webinaires qu'on veut mensuels à la direction de la formation continue de l'N3S. Je suis Benjamin Génie, je suis le directeur de la formation professionnelle et je souhaitais ouvrir ce webinaire pour vous expliquer, en lien avec Emmanuel Seguin, qui est en responsable projet sur tous ces dossiers-là, vous expliquer pourquoi on avait souhaité le faire, notamment parce que on sait que vous êtes toutes et tous dans les organismes confrontés à des fortes problématiques RH. Alors, c'est pas nouveau, ça a été probablement renforcé par la crise Covid. On sait que maintenant, avec les difficultés sur le marché du travail, qu'il y a toujours cette question du sens du travail qui est de plus en plus prégnante. Et cette question, elle questionne les managers, les équipes, les collectifs. Et on avait envie de pouvoir vous proposer des pistes d'accompagnement à tous les niveaux. L'autre aspect, c'est que le contexte nous a conforté aussi là-dedans, c'est qu'on est face à un mouvement de réforme et de contestation de cette réforme des retraites. Aujourd'hui, voilà, journée de grève. Déjà, on vous remercie d'être présent parce que on sait que voilà, c'est une journée qui a été fortement suivie au niveau de la sécurité sociale. Et on sait aussi que l'enjeu de la relation et des relations sociales au sein des organismes est aussi, et encore plus aujourd'hui, très important, et que c'est le lien aussi qui peut être fait entre des bonnes relations sociales et une bonne performance ou un collectif de travail qui fonctionne bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un webinaire qui combine ces deux approches, à la fois comment redonner du sens, accompagner les mobilités et les différentes transformations qui sont à l'œuvre dans l'organisme, et puis comment réussir à faire dialoguer au mieux les organismes avec les différents représentants du personnel, et notamment en termes de relations sociales. Je vous rappelle que, bien entendu, on va vous présenter le sommaire de ce webinaire, que vous pouvez intervenir. On veut que ce soit interactif au maximum. Donc, vous avez un fil de questions, vous pouvez les poser. Et ensuite, on prendra, après chaque intervenant, un temps pour répondre à toutes vos questions. En fin de webinaire, vous aurez aussi le replay qui sera mis à vos dispositions. On vous enverra traditionnellement un questionnaire de satisfaction. Et on vous mettra aussi les supports de nos différents intervenants. Donc voilà, vous pourrez avoir de la matière après ce webinaire. Je passe sans plus tarder la parole à Emmanuel Seguin, qui va nous parler, nous présenter, nous donner envie de suivre ce webinaire. Merci Benjamin. Bienvenue à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir 3 intervenants pour vous parler de toutes nos formations, en RH. Comme l'a dit Benjamin, il y aura un petit temps de questions-réponses à l'issue de chaque présentation. Donc on commencera avec monsieur Darentière qui lui va vous parler de sa formation, donc les relations sociales dans l'entreprise. Ensuite, on aura monsieur Blanc qui vous parlera de la gestion des instances représentatives du personnel. Et puis, on terminera avec Juliette Lepagnol pour d'autres formations RH, dont des nouveautés, donc manager la mobilité, impulser la démarche QVT dans son management, le management inclusif et le recrutement, comment fidéliser et mobiliser ses collaborateurs, qui sont des nouveautés au catalogue 2023. Donc voilà, vous aurez un petit temps de questions-réponses à la fin de chaque intervention. Donc n'hésitez pas pendant l'intervention à écrire en fait dans le volet que vous avez questions-réponses, toutes les questions que vous pourriez avoir, et on prendra un petit temps du coup pour y répondre. Et voilà, comme le disait Benjamin, vous aurez les supports de présentation à l'issue de la présentation, et puis un petit questionnaire de satisfaction. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus de temps sur la présentation de chacun, et je vais laisser la parole en premier à monsieur Philippe Darentière. Merci beaucoup. Voilà, je vais tout de suite vous présenter le sujet sur lequel j'interviens. J'ai donc le plaisir d'animer depuis plusieurs années cette formation, les relations sociales dans l'entreprise. C'est une formation à laquelle nous sommes particulièrement attachés parce que c'est un véritable luxe que vous offrez, que le N3S offre aux participants, de bénéficier d'une formation de 2 fois 3 jours. Et je dois dire que c'était effectivement un grand plaisir pour les intervenants d'avoir une formation qui permette autant de déploiement sur ce format de 2 fois 3 jours. C'est un luxe que peu d'entreprises aujourd'hui proposent.
Et donc le fait qu'au catalogue de l'N3S ce soit proposé, je crois que c'est un avantage. Alors, je voudrais évidemment vous présenter les sujets que nous abordons, le contenu global de la formation, et puis je prendrai un peu plus de temps pour vous présenter les modalités d'animation de cette formation qui sont, je crois aussi, une originalité. Nous traitons du fait social et syndical sous un angle essentiellement, je dirais, stratégique, opérationnel et un peu juridique, mais nous nous attachons essentiellement à une dimension plus stratégique et opérationnelle. Alors évidemment, il faut commencer par comprendre quels sont les fondamentaux de cette relation sociale, c'est-à-dire ce fait social, ce fait représentatif et ce fait syndical également en France, avec des évolutions, avec des spécificités qui sont celles du dialogue social en France, et un focus sur la composition du paysage syndical qui est en évolution, mais qui livre un certain nombre d'enseignements intéressants et sur lesquels nous nous attachons à décrypter les positions des acteurs qui sont ceux des organismes de sécurité sociale. Évidemment, les règles de la représentation du personnel ont évolué, vous le savez bien. Quand on change les règles du jeu, on change le comportement des joueurs. Et donc, ces nouveaux enjeux de représentation au travers de cette instance qu'est le CSE, que vous expérimentez maintenant depuis 4 ans, est un sujet également que nous abordons. Mais nous l'abordons, encore une fois, pour vous fournir autant que possible des clés pratiques pour la conduite du dialogue social. Et on va consacrer effectivement du temps et des exercices, et je vais les présenter dans un instant, de sorte qu'il puisse ressortir de tout ça une vraie réflexion sur l'élaboration de stratégies, de tactiques, de plans d'action qui visent à la fois à prévenir, à gérer les risques et à améliorer le climat social dans la perspective qui est celle finalement d'une régulation sociale d'ensemble. Quels sont les acteurs de régulation et comment on peut les faire travailler ensemble. Alors l'originalité, la deuxième originalité, donc outre la durée de cette formation, c'est précisément ces modalités pédagogiques. Vous voyez, elles sont il y a 2 sessions qui vous sont proposées à l'agenda, 2 sessions présentielles, l'une à Saint-Étienne et l'autre à Paris, et à chaque fois avec une intercession assez importante, de près de 2 mois, pour permettre l'assimilation des notions acquises lors du premier module, avant ensuite d'aborder le deuxième module. Le découpage nous permet d'avoir un travail approfondi à la fois sur ce premier module de 3 jours et sur ce deuxième module de 3 jours, et à chaque fois selon des modalités pédagogiques aussi actives que possible. Vous avez ici la présentation du premier module avec en rouge ce qui apparaît, ce sont essentiellement les exercices qui sont pratiqués. Donc vous voyez qu'il y a une grande part de cette formation qui est une formation très active, en dehors de la première matinée où on va poser quelques bases, on va se connaître évidemment, il faut avoir le temps de faire connaissance et puis présenter ces spécificités du dialogue social en France et de ce paysage syndical. Et bien dès l'après-midi, on va s'attacher à faire émerger parmi les participants des préoccupations réelles qui relèvent des modalités du dialogue social dans les organismes, dans les caisses qui sont représentées par les participants. De sorte que on va identifier parmi les situations présentées par les intervenants un certain nombre de cas qui vont nous servir de cas d'exercice et qui sont donc des cas concrets. Alors, ça nous permettra d'envisager la dimension psychologique de la relation au travers d'une première simulation qui a lieu le matin de la deuxième journée sur le thème d'une audience dans laquelle la direction reçoit à leur demande des représentants du personnel. Ensuite, l'après-midi, une simulation sur la présidence d'une réunion de CSE avec, là encore, des aspects comportementaux qu'il s'agit tout particulièrement de travailler. Et puis, le matin du 3e jour, une 3e simulation sur une séance de négociation, ici à l'initiative de la direction et dans un contexte syndical qui va correspondre aux situations réelles qui auront été apportées par les participants. Toutes ces situations font l'objet de temps de préparation en sous-groupe, et donc c'est un véritable jeu d'animation croisée. Chaque promotion est divisée en 2 sous-groupes et chacun de ces sous-groupes va alternativement se positionner dans le rôle d'une direction pour traiter d'une des situations qui a été présentée par un des participants, et puis
Alternativement, elle jouera le rôle des représentants du personnel pour l'autre sous-groupe, de façon à animer les rencontres, animer les séances et nous donner ainsi des éléments de décryptage des comportements, tout ceci faisant l'objet de prises de vue vidéo, de façon à ce que dans le revisionnage de la séquence, nous puissions nous attacher, non pas tant au comportement individuel, là vous avez été bon, là vous n'avez pas été bon, mais aux dynamiques d'ensemble. Qu'est-ce qui est en train de se passer là, à ce moment-là de la réunion, il y a un déclic qui est en train de se produire. À quoi correspond-il? À certains jeux d'acteurs qui ont pu être configurés par l'attitude de ceux qui représentent la direction, ou bien au contraire, qu'ils ont laissé passer parce que il y avait une ouverture peut-être qui se manifestait et qui n'a pas été saisie. Voilà, et tout ça nous amène à cette conclusion de ces 3 premiers jours, de ce premier module sur la dimension stratégique et managériale. Bien sûr, il s'agit de faire en sorte aussi que les managers soient des acteurs de la relation sociale, ils sont des acteurs de la régulation en tout cas, et c'est tout ce qu'on va développer. Le deuxième module, une fois qu'on a posé les bases, si vous voulez, de la pratique de la relation avec les représentants du personnel, je dirais en mode normal, eh bien le deuxième module va être consacré à la pratique de ces relations en mode éprouvé, vous voyez, éprouvé par la tension et même la crise. On va parler conflit collectif et on va voir quels sont les aspects sociaux et psychosociaux qui interviennent dans ces situations de crise et de conflit. Toujours selon les mêmes modalités, émergence d'une situation de transformation dans un organisme qui génère des appréhensions de la part du personnel, des prises de position de la part des syndicats, et à un moment donné qui peut précipiter vers une situation de blocage et de conflit. Et donc nous allons voir la psychologie du conflit, la gestion du temps dans le conflit, et à partir d'un temps identifié à un conflit émergent qui est tout juste de nature à se précipiter dans une phase active, eh bien, nous allons travailler, et c'est l'objet de la deuxième journée, à l'analyse du positionnement des acteurs. On va faire jouer encore une fois les groupes l'un contre l'autre avec l'expression de revendication de la part de ceux qui joueront dans cette séquence les représentants du personnel, d'analyse, de décryptage de la part de ceux qui joueront le rôle de représentants de la direction, et on va introduire une difficulté supplémentaire qui est la médiatisation. L'acteur médiatique s'invite dans le conflit. Comment est-ce qu'on prend en compte cette dimension-là? Comment est-ce qu'on peut répondre aussi à des sollicitations journalistiques pour faire en sorte qu'elles servent idéalement à réduire la situation conflictuelle, ou en tout cas qu'elles ne l'aggravent pas, parce qu'il s'agit aussi d'être modeste à cet égard. Et enfin, nous aborderons la négociation sous tension, celle qui est destinée à résoudre un problème qui est passé par cette phase aiguë de conflit ouvert, de sorte que la gestion aussi de la colère, la gestion des émotions collectives, eh bien, soit travaillée par les participants, et finalement la fin de ce deuxième module est consacrée à des outils de prévention pour éviter que de telles situations se produisent. Quels sont les indicateurs qu'on peut inscrire dans une démarche de veille sociale? Comment peut-on rétablir une régulation sociale coordonnée entre les différents acteurs? Voilà donc comment se déroule cette formation, avec ces particularités d'exercices qui soient fondés sur des situations réelles, apportées par les participants et dans lesquelles chacun intervient, de sorte que chaque module et même chacun des échanges au cours de ces modules sont des véritables séances de co-développement autour de cas réels où chacun apporte à son collègue des éléments de contribution et qui sont généralement extrêmement enrichissants. Alors pour animer ces formations, eh bien, outre votre serviteur, j'ai le plaisir de partager cette animation avec Pierre Mincès, qui est un consultant de notre cabinet. Moi-même, ça fait une trentaine d'années que j'exerce cette activité de conseil en matière de relations sociales. J'ai eu l'occasion de le faire dans un grand groupe industriel, j'ai eu l'occasion de le faire dans des missions de
conseil et de formation pour différents organismes, y compris des organismes universitaires. Pierre Mincès, lui, est une expérience de terrain. Il a eu des responsabilités de représentant du personnel qui l'ont amené au plus haut niveau de l'organisation à laquelle il appartenait, puisqu'il a siégé dans les instances confédérales, et depuis 2013, il est maintenant consultant. Il accompagne des entreprises et aussi des représentants du personnel. Et cette connaissance que nous pouvons avoir l'un et l'autre, puisque j'ai moi-même aussi travaillé aussi au contact de représentants du personnel, cette connaissance que nous avons l'un et l'autre de ce monde des représentants, je crois, est un élément également de décryptage que nous pouvons proposer aux participants à ces formations. Voilà donc la présentation de cette formation. J'espère que j'aurai pu vous donner envie. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir pour Pierre et pour moi d'animer ces formations. Bah, merci beaucoup, Monsieur Darentière. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant dans le volet de discussion. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en vois pas apparaître, donc je pense que c'était bien clair. Merci beaucoup. Bah, sans plus attendre, je vais peut-être laisser la parole à Monsieur David Blanc, qui va nous présenter donc la gestion des instances représentatives du personnel. Merci Emmanuel. Alors en ce qui me concerne, donc je suis David Blanc. Alors c'est intéressant puisque la formation dont je suis chargé de faire le teasing aujourd'hui est un peu complémentaire à celle de Monsieur Darentière, puisqu'on va parler donc de la gestion des instances représentatives du personnel. Alors avec cette différence, c'est que pour ma part, je suis avocat, donc plutôt un juriste, mais aussi un praticien, puisque j'interviens en conseil contentieux essentiellement pour des entreprises dans le cadre des conflits, notamment individuels, collectifs, etc. Et donc l'approche va plus être sur un angle juridique par rapport à ce module qui se décline sur une journée. Alors pourquoi c'est important de bien gérer les instances représentatives du personnel? Pour plein de raisons. D'abord parce qu'en tant que dirigeant des organismes de sécurité sociale, vous vous destinez naturellement à la présidence des instances, et notamment du CSE. Donc, ce n'est pas neutre de connaître un petit peu comment ça fonctionne. D'autre part, parce qu'il n'aura échappé à personne qu'il y a une réforme assez notable avec les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, puisque désormais, toutes les instances élues du personnel, CEDP, CHSCT, ont aujourd'hui fusionné dans une méga instance qu'on appelle aujourd'hui donc le CSE. De troisième part, parce que vous avez aujourd'hui des délégations élues du personnel qui sont de plus en plus professionnalisées. Elles-mêmes sont formées, ce qui est normal. Elles aboutissent donc à un niveau de culture qui, en tout cas je l'ai constaté depuis 20 ans que j'exerce, devient de plus en plus pointu. Et aujourd'hui, vous avez des élus du CSE qui sont capables de vous challenger en pleine réunion sur des questions très techniques, vous demandent votre point de vue sur une disposition du Code du travail que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais lue, et vous êtes censé répondre en direct dans le cadre de la réunion. Donc c'est vrai qu'il y a besoin de professionnalisation de part et d'autre, et c'est un petit peu la plus-value que je peux vous apporter. C'est important également, puisqu'en matière de CSE, je l'ai dit, on travaille sans filet. Vous êtes en présidence du CSE, vous êtes censé animer la réunion, vous avez des questions que vous pouvez découvrir plus ou moins par le biais des questions diverses et auxquelles on va vous demander de répondre un petit peu du tac au tac. Donc c'est vrai que c'est compliqué dans ce genre de situation de suspendre systématiquement la séance pour appeler votre hotline, voilà, demander un joker pour pouvoir appeler votre conseil préféré. Vous êtes censé effectivement apporter une réponse en direct, et des fois on est un petit peu démunis parce qu'on ne sait pas toujours quoi répondre. Donc le but, c'est vraiment de vous faire gagner en expérience et de vous mettre à l'aise sur ce genre de sujet. Et puis, il y a une dernière raison à laquelle je tiens, qui me paraît importante, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des instances où ça se passe bien, et tant mieux, et puis des fois, vous avez des instances où ça se passe moins bien. Et notamment des instances où vous avez des élus, pas tous évidemment, mais certains d'entre eux, qui peuvent brandir un peu le spectre de l'entrave chaque fois que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils racontent, ou chaque fois que vous émettez un désaccord ou une divergence de point de vue. Or, le problème, si vous voulez, dans ce genre de situation, c'est que quand vous avez un élu qui vous explique que vous n'avez pas le droit de faire ci, que vous n'avez pas le droit de dire ça, et que vous ne savez pas vraiment s'il a raison, s'il a tort, puisque l'élu est en train de vous dire que si vous persistez dans votre position, vous allez quasiment dormir le soir même en prison pour délit d'entrave,
Dans le doute, effectivement, parfois, on préfère se coucher et on préfère faire le dos rond et ne pas persister, on va dire, dans votre désaccord. Non, en tant que président, vous avez des devoirs, bien évidemment, et on les traitera sous un angle juridique, mais vous avez aussi des droits. En tant que président, vous êtes membre à part entière du CSE, certes, vous n'êtes pas élu, certes, vous n'avez pas de légitimité électorale, mais pour autant, en tant que membre à part entière, vous avez aussi des droits. Vous avez par exemple accès au compte du CSE, vous avez un droit de regard sur les dépenses qui vont être faites au titre des activités sociales et culturelles. Vous avez le droit parfois de voter sur un certain nombre de sujets, notamment pour l'élection d'un secrétaire ou d'un trésorier. Donc, vous avez des droits. Et ces droits-là, il faut les connaître, parce qu'une fois que vous les connaissez, vous êtes beaucoup plus à l'aise dans la présidence de votre instance et vous êtes plus à l'aise sur la gestion de vos élus. Alors, au niveau du programme, très rapidement, vous avez donc un programme qui est assez dense, malgré tout, sur une journée complète, puisque nous parlons dans un premier temps donc, de la fusion. Alors bon, cette fusion, elle remonte à 2017, donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà plus ou moins rompus à cette fusion. Pourtant, il y a des impacts qui ne sont pas encore tout à fait réglés à l'heure où je vous parle, notamment du point de vue de la jurisprudence. Et il y a notamment un point sur lequel je pense qu'il n'est pas inutile de revenir, c'est les différences de mandats. Puisque malgré la fusion des instances représentatives du personnel, il y a encore deux grandes catégories de mandats qui persistent. D'une part, les instances élues du personnel, à savoir le CSE, et d'autre part, les instances désignées. Et là, je pense aux représentants syndicaux. Les représentants syndicaux ne représentent pas les salariés, ils ne sont pas élus par le personnel, ils représentent leur syndicat, parce qu'ils sont désignés en tant que tels. Et en matière de représentation syndicale, vous avez une jungle de mandats qui existent entre le délégué syndical, le représentant de section syndicale, le représentant syndical au CSE. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache faire la différence entre ces différents mandats. Si la loi les distingue, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a des attributions qui sont différentes, c'est que les moyens sont différents. Et vous avez aujourd'hui, je le constate au sein des instances, des élus qui se comportent un peu comme des représentants syndicaux qui se comportent un peu comme des élus, tant et si bien qu'on a beaucoup de mal à faire la différence entre les différents mandats. Donc c'est un peu l'objectif de ce premier point. Deuxième point sur lequel nous reviendrons, ce sont les modalités de fonctionnement du CSE. Vous avez, en somme, pour faire simple et rapide, deux grandes catégories de CSE, les petits et les gros. Les petits, ce sont les CSE mis en place dans les entreprises de 11 à 49 salariés avec des attributions plutôt restreintes et qui empruntent aux modalités de fonctionnement qui préexistaient sous l'empire des délégués du personnel. Et les gros CSE, ce qui, je crois, quand même constitue la majeure partie des CSE au sein des organismes de sécurité sociale, donc dans les organismes de 50 salariés et plus, où là, on a des règles de fonctionnement qui empruntent davantage à l'ancienne instance du comité d'entreprise. Et là, il y a plein de questions pratiques qu'il faut traiter. Comment je convoque? Est-ce que je peux le faire par mail, par courrier? Est-ce que je dois mettre dans la convocation une heure de début pour la réunion? Oui. Est-ce que je peux mettre une heure de fin ou est-ce que c'est pas légal? Il y a la rédaction de l'ordre du jour. Dans quel ordre je place les points à l'ordre du jour? Comment j'échange avec mon secrétaire sur la rédaction conjointe de l'ordre du jour? Il ne veut pas signer parce que l'ordre du jour comporte un point relatif au projet de licenciement de l'un de ses collègues, membre élu du CSE. Est-ce que je peux passer outre? Quels sont les moyens d'action dont je dispose pour contourner ce refus de signature de l'ordre du jour? Et puis après, il y a toute l'animation des réunions CSE. Qui a le droit de parler? Qui n'a pas le droit de parler? Quelles sont les règles de vote? Quelles sont les règles de suppléance? Parce que j'ai un titulaire qui est absent, j'ai son suppléant qui est venu, mais je ne suis pas certain que ce soit le bon suppléant. C'est important de bien traiter la chose parce que si le mauvais suppléant vote, évidemment, votre avis, il sera plus valable, etc., etc. Donc, il y a pas mal de questions d'ordre pratique qu'il faut qu'on règle, avec évidemment un éclairage juridique que je vous apporterai, mais aussi un éclairage de praticien, puisque j'ai quand même pas mal de recul sur la question. Et puis, on abordera les attributions du CSE. Alors, elles sont multiples, puisque vous le savez, le CSE ayant résultant de la fusion des anciennes instances élues du personnel, eh bien, le CSE a rapatrié en son sein l'ensemble des attributions qui étaient auparavant dévolues aux différentes instances élues. Donc aujourd'hui, votre CSE, il a les attributions d'un ancien CE pour tout ce qui va être consultation ponctuelle, périodique, sur toute la partie activité sociale et culturelle. Il va également récupérer toutes les attributions des délégués du personnel, et notamment le traitement des réclamations individuelles et collectives. Comment ça fonctionne? Est-ce que je dois tenir un cahier? Comment je raisonne par rapport aux questions qui peuvent être posées par mes élus CSE? J'ai pas de questions. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pas forcément, etc.
Et enfin, le CSE a récupéré donc l'ensemble des attributions initialement dévolues au CHSCT, à savoir donc la participation à l'amélioration des conditions de travail, la mise à jour périodique du document unique d'évaluation des risques, la consultation, le cas échéant, préparée par une commission santé-sécurité, si vous êtes plus de 300, sur tous les sujets évidemment concernant la santé, la sécurité, les conditions de travail, les enquêtes internes RH en matière de harcèlement sexuel, moral, agissement sexiste, stress professionnel, risques psychosociaux, etc. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à dire sur différents sujets. On pourra évidemment parler aussi des droits d'alerte en matière d'atteinte aux droits des personnes, aux libertés individuelles, le droit d'alerte économique, les expertises dévolues au CSE dans le cadre de ses attributions périodiques, etc., etc. Et enfin, on terminera par des règles liées à l'exercice des mandats. Est-ce que la suspension du contrat de travail emporte nécessairement la suspension du mandat? On verra que non. Comment on gère les crédits d'heures de délégation? C'était relativement simple avant l'intervention des ordonnances Macron, puisque les crédits d'heures étaient mensuels et personnels. Mensuels parce que ça veut dire que les heures non utilisées à la fin du mois sont perdues. Il n'y a pas de report d'un mois sur l'autre comme un forfait téléphonique. Et personnel au sens où les élus ne pouvaient pas procéder à une sorte de trafic entre eux des ordres de délégation et ne pouvaient pas filer à leurs collègues des ordres de délégation dont ils n'avaient pas l'usage parce qu'ils étaient en congé ou malades, etc. Bon, sauf qu'aujourd'hui, ces règles ont vécu. Désormais, les crédits d'heures sont cumulables d'un mois sur l'autre et ils sont transférables, soit à un collègue titulaire, soit carrément à un élu suppléant qui ne dispose normalement pas de crédit d'heures. Ça pose un nombre de questions incalculables d'un point de vue technique, qui ne sont aujourd'hui pas totalement résolues ni par la loi ni par la jurisprudence. Est-ce que des heures de report sont elles-mêmes cumulables? Est-ce que des heures reportées peuvent être transférées? Est-ce que des heures transférées peuvent être reportées? Est-ce que des heures transférées à M. Dupont sont transférables à Mme Martin, à nouveau, etc., etc. Donc on verra, il y a plein de solutions pratiques, il y a plein de recettes de cuisine qu'on pourra vous apporter sur ces différents sujets. Voilà, donc j'en ai à peu près terminé avec ma présentation. Et puis, s'il y a des questions, on peut, cas échéant, y répondre. Merci beaucoup. Alors justement, il y avait une petite question dans le fil de conversation. Hop, il faut que je la retrouve. Donc, on a 2 questions. Comment peuvent intervenir les managers dans les relations sociales? Comment gérer un collaborateur disposant d'un mandat? Alors, pour ce qui est du rôle des managers dans le cadre de la gestion des instances représentatives du personnel. Alors, si j'avais un paperboard, je vous ferai un beau schéma pour vous expliquer que au sein d'une entreprise, vous avez donc la direction, c'est-à-dire vous avez la base, c'est-à-dire le personnel. Vous avez donc à côté donc les représentants élus du personnel qui servent d'intermédiaires entre la base et la direction. Et puis, il y a un point intermédiaire qu'il ne faut surtout pas oublier parce que c'est un point, à mon sens, central, c'est le management de proximité, c'est-à-dire le personnel d'encadrement qui siège, qui certes ne préside pas et ne siège pas aux instances CSE, mais qui pour autant vont faire partie nécessairement de la boucle décisionnelle lorsque des sujets qui les intéressent vont être mis sur la table. Concrètement, je vous donne un exemple. Vous avez une question dans le cadre des réclamations individuelles et collectives un petit peu obscure. Pourquoi l'ambiance est mauvaise au sein du département XYZ? Bon, vous n'en savez rien, vous ne passez pas votre vie sur le département en question. Donc, il est évident que dans le délai de 48 heures qui vous sera imparti pour répondre à cette question, il faudra nécessairement susciter une réunion de votre CODIR, de votre COMEX ou de votre COPIL pour pouvoir effectivement prendre du renseignement, échanger avec le manager qui, lui, connaît les équipes sur les origines de cette question, qui a pu la poser si elle est anonyme et qu'est-ce qu'elle cache. Est-ce qu'elle a un sens caché derrière sa formulation pour que vous puissiez, vous, acquérir un petit peu de culture, d'expérience et de savoir sur la manière de gérer efficacement la question. Donc, le management, il est aux premières loges, vraiment au front sur la question de la gestion des représentants du personnel. Alors, ça n'enlève évidemment pas le rôle de la direction en tant que président sur la gestion des instances, mais ça me paraît être une aide indispensable pour pouvoir gérer efficacement vos instances, aussi bien sur la question des traitements des réclamations individuelles et collectives que sur la gestion des crédits d'heures. Parce que quand un élu va vous remettre un bon de délégation parce qu'il va aller participer à la journée d'action du 7 mars pour aller manifester je ne sais où, il est évident que le bon, il ne va pas forcément vous le remettre à votre main personnelle, il va aller le remettre à son manager N+1. Donc derrière, il faut qu'effectivement la boucle de l'information se fasse pour que vous puissiez, vous, être informé de ce sujet. Et puis l'autre question, c'était, je crois, comment gérer un élu au sein de son équipe, c'est ça?
Alors, moi, j'avais vu une autre question. Tac, tac, tac. Comment je l'ai pas vue celle-ci. Moi, j'ai la question, bientôt les élections professionnelles du CSE, quel temps de prise de parole accordé aux syndicats pour présentation de leur programme à l'ensemble du personnel? Alors, sur les élections professionnelles, ce que je vous conseille fortement, c'est de régler cette question dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Ça fait partie des sujets qui sont censés être abordés dans ce protocole. Et à défaut d'arriver à une signature avec les syndicats, vous l'aborderez dans le cadre de votre décision unilatérale que vous soumettrez le cas échéant à la DRECS selon les situations. Et donc, généralement, dans les protocoles préélectoraux, ce qu'on prévoit, enfin en tout cas ce qu'on arbitre, c'est est-ce qu'on autorise la communication de la propagande syndicale par le biais de la messagerie électronique de l'organisme? Voilà, ça c'est un vrai sujet, parce que la loi ne l'impose pas, donc c'est à vous d'arbitrer aussi en accord avec les syndicats sur la manière, le mode de diffusion de la propagande électorale, ou est-ce que ça va passer de manière plus classique sur le panneau d'affichage de la direction? Et après, le sujet central sur lequel j'insiste énormément, c'est le respect de l'égalité de traitement entre syndicats. Les syndicats ne sont jamais autant sensibles aux questions d'égalité de traitement que quand il s'agit de comparer un syndicat à un autre. Donc, si vous avez un syndicat qui constate qu'il a eu un traitement de faveur par rapport à sa propagande électorale parce qu'il a été autorisé à diffuser plus longtemps, en dehors des périodes réservées, parce qu'il a été autorisé à diffuser des documents qui sont d'un volume supérieur à ce qui avait été convenu au départ. Voilà. Non seulement il va en déduire qu'il y a une injustice dont il est victime, mais il va peut-être aussi vous chatouiller sur le terrain de votre manquement au respect de votre devoir de neutralité, ce qui peut éventuellement aboutir à l'annulation de votre scrutin. Donc l'idée, c'est de fixer des règles de manière la plus claire et complète possible dans le protocole d'accord préélectoral, et évidemment des règles qui seront uniformément appliquées à l'ensemble des syndicats qui participent aux élections, et dans lequel on va plafonner la période durant laquelle les communications syndicales pourront être diffusées. On va régler la manière dont ces communications seront expédiées aux collaborateurs, affichage, mail, etc., voie postale pour les votants par correspondance, et on va également fortement plafonner, en tout cas encadrer le volume. Les professions de foi des syndicats devront être sur une feuille A4 avec, s'il y a une photo, les dimensions de la photo. On va autoriser d'apposer sur la feuille le sigle de l'organisation syndicale, mais le sigle, il ne devra pas être trop gros, trop petit. Voilà, l'idée, c'est vraiment de poser des règles les plus claires possibles. Alors, ça fait un peu formaliste, je vous le concède, mais ça permet au moins d'éviter ensuite des débats sans fin que j'ai eus dans des contentieux sur le respect de l'égalité de traitement. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, parce que la question portait plus sur la prise de parole. Est-ce que les syndicats, j'imagine c'est la question, peuvent organiser des temps de réunion collective avec le personnel pour pouvoir un peu haranguer les foules et susciter l'évocation ou encourager la participation au scrutin. Alors oui, les organisations syndicales, lorsqu'elles sont implantées dans l'entreprise, peuvent organiser des réunions. Soit ces réunions se font dans le local syndical s'il existe, dans les organismes de plus de 200 salariés, et auquel cas il n'a pas besoin de l'autorisation de l'employeur pour pouvoir organiser ces réunions. En revanche, elles doivent se tenir en dehors du temps de travail. Et à l'inverse, si les réunions se font dans un lieu collectif qui n'est pas le local syndical, là, l'autorisation de l'employeur sera requise, puisque vous êtes malgré tout le propriétaire de votre organisme. Merci. On a une autre question, c'est comment gérer un collaborateur ayant un mandat? Alors, la question est vaste, puisqu'il y a plein de sujets qu'on est censé traiter. Le premier qui me vient à l'esprit, pour ne pas empiéter sur le temps de ma successeuse, c'est le principe de non-discrimination. Ça, c'est vraiment fondamental de bien comprendre qu'un élu du personnel est protégé. Il est protégé évidemment au moment de la rupture de son contrat. Bon, ça, tout le monde le sait, puisque évidemment, si vous souhaitez rompre son contrat, quel qu'en soit le mode, vous devrez passer par la bénédiction de l'inspection du travail. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est que l'élu est protégé également durant l'exécution de son contrat. Il est protégé, le cas échéant, contre une modification de son contrat de travail, comme n'importe quel salarié lambda d'ailleurs. Il est également protégé contre un simple changement de ses conditions de travail. Dit autrement, vous avez un élu, vous changez son bureau d'orientation, au lieu d'être plein sud, il est plein ouest. Bon, ce n'est pas un changement, on va dire, très notable. Pour autant, sachez-le, l'élu peut refuser en brandissant son mandat et en estimant qu'il n'est pas obligé d'accepter ce simple changement de ses conditions de travail. Et après, il y a tout un accompagnement, et je terminerai par là, sur le déroulement de carrière d'un élu. Et ça, c'est un vrai sujet, une vraie bombe à retardement.
vous avez un élu qui exerce des mandats pendant 20 ans parce qu'il les cumule et il les reconduit. Et au bout de 20 ans, vient vous voir les mains dans les poches en vous expliquant que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas évolué, que tous leurs collègues embauchés à la même époque sont passés cadres, ont eu des augmentations salariales, etc. et que lui n'a pas bougé. Voilà. Et il se demande un tout petit peu si cette stagnation de carrière ne serait pas liée au fait qu'il ait exercé des mandats. Alors c'est vrai que dans ce cas de figure, la réponse qui vous brûle les lèvres, c'est de lui dire « mais monsieur, vous êtes élu depuis 20 ans, vous êtes permanent, vous n'avez jamais travaillé, donc comment voulez-vous que je vous évalue ?» Sauf que cette réponse, vous n'avez pas le droit de la faire, parce que ça veut dire que vous tiendrez compte de l'exercice du mandat dans le déroulement de carrière, et donc partant de là, vous commettriez de la discrimination. Donc tout l'enjeu, ça va être de déterminer comment on va prendre en compte l'exercice des mandats, comment on va les valoriser dans le déroulement de carrière de l'élu, de manière à éviter de se retrouver à l'expiration des mandats sur une situation discriminatoire. Merci beaucoup. Ouais, On n'a pas c'est bon. d'autres. Alors, je vérifie. Si, il me semble qu'on a une nouvelle question. Peut-on demander une justification de l'utilisation des heures de délégation? Alors oui, c'est à peu près la seule chose que vous pouvez faire, puisqu'en matière d'exercice du mandat, bon, la légende urbaine, c'est de considérer que l'employeur n'a que ses yeux pour pleurer et que l'élu fait un peu ce qu'il veut. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu vrai quand même. L'élu fait à peu près ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas subordonner son départ à votre autorisation préalable. C'est pas bien, c'est de l'entrave. Vous ne pouvez pas lui imposer un délai de prévenance préalable, sauf si votre règlement intérieur CSE le prévoit. La seule chose que vous pouvez demander, c'est de vous avertir au moins concomitamment au départ. Puisqu'un salarié qui quitte son poste, élu ou pas, s'il ne prévient personne, techniquement, ça s'appelle un abandon de poste et donc une absence injustifiée. Et donc, fatalement, ce devoir d'information se fait à travers un document qu'on appelle les bons de délégation, bon qui est censé être rempli, renseigné et retourné à un fondé de pouvoir pour pouvoir ensuite gérer. Après, la justification, c'est encore un peu autre chose, puisqu'en matière de justification, sachez-le, la loi prévoit une présomption de bonne utilisation des heures de délégation dans la limite du crédit mensuel légal, qui varie selon l'effectif de l'organisme. Donc techniquement, si vous avez un salarié qui est dans son crédit d'heure légal, dont vous savez qu'il va à la pêche, au cinéma ou au PMU, après tout, vous pourrez toujours lui demander de justifier, mais il vous répondra une présomption de bonne utilisation, donc je n'ai pas forcément à vous justifier. Par contre, ce devoir de justification, il va se déclencher lorsque l'élu utilise des heures excédentaires, c'est-à-dire utilise son crédit d'heure au-delà du crédit légal auquel il a droit. Et là, dans cette hypothèse, vous pouvez subordonner le paiement des heures de délégation à la justification des circonstances exceptionnelles qui légitiment le dépassement du crédit d'heure classique. Voilà. Après, il y a plein de recettes que je pourrais vous dérouler sur ce genre de sujet. Merci beaucoup. Et pour ça, il faudra s'inscrire à la formation qui a lieu le 21 mars à Paris. Merci beaucoup, David Blanc. Merci. Et je vais laisser la parole à Juliette Lépagnol pour nos autres formations en RH et management, et parmi lesquelles plein de nouveautés. Donc, je t'en prie. Merci Emmanuel et bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, de manière complémentaire aux formations qui vont être présentées à l'instant et surtout pour revenir sur un des piliers fondamentaux présentés par Monsieur Génie tout à l'heure, à la dimension du sens qui est donné aujourd'hui à nos agents, nos collaborateurs. Quelques nouveautés au catalogue pour les formations RH et management. Déjà pour vous présenter des modalités d'intervention avec cet enjeu de venir faire progresser la pratique managériale de manière générale à travers des formats sur nos formations qui sont en inter ou en intra, en présentiel ou en distanciel et sous des formats également de classe virtuelle. Vous avez peut-être déjà suivi des formations sur les entretiens annuels par exemple ou sur la compétence RH du manager. On est toujours sur un format à peu près de 12 personnes. Et en tant que formatrice sur ces enjeux de management et pour accompagner les collectifs sur ces sujets, nous avons construit avec EN3S quelques modules complémentaires. Je vous en présente quelques-uns. Ici, le manager, la mobilité. On retrouve ce format en présentiel ou en distanciel pour une journée, globalement rangé un peu par rapport aux différents sujets dans l'ordre chronologique auquel nous allons les déployer sur 2023. Et donc pour manager la mobilité, l'objectif principal de cette session sera de comprendre vraiment les différents enjeux de la mobilité pour les collaborateurs et également pour l'équipe, de pouvoir s'inscrire dans cette logique d'accompagnement des transformations d'une équipe face à l'arrivée et au départ d'un collaborateur, pouvoir gérer différents types de mobilité et puis aussi d'être vraiment dans cette logique de faciliter le départ, l'arrivée du collaborateur et de les accompagner, les collaborateurs dans votre équipe, dans leur projet de mobilité.
Pour l'instant, on a 2 sessions qui sont prévues sur l'année 2023 de cette formation. La prochaine a lieu le 6 juin à Paris et la suivante le 26 septembre à distance. L'objectif de ces formats, sur une journée, c'est vraiment d'encapsuler à la fois le retour d'expérience et de pouvoir, vous apporter des éléments très concrets à travers, des mises en pratique et notamment pour toutes les formations qui ont lieu en présentiel, on a recours à la modalité pédagogique du Théâtre Forum régulièrement ou des formations comme le World Café pour pouvoir travailler aussi sur la transmission et sur des modalités pédagogiques qui ne seraient pas de l'ordre du descendant, mais plutôt de l'intelligence collective. Nous avons également construit et co-construit un parcours de formation autour de la démarche QVT. Donc QVT, qualité de vie au travail. Quand on parle de sens au travail, on l'associe de manière traditionnelle à beaucoup de sujets. Ici, d'impulser une démarche QVT dans son équipe permet d'établir une stratégie à long terme pour améliorer la qualité de vie au travail, dans cette logique de vraiment prendre en compte le fait qu'une qualité de vie au travail permet de travailler toute une démarche autour du sens et donc de la motivation de l'ensemble des collaborateurs et des collectifs. Il y a différents enjeux qui sont liés à cette démarche, mais notamment de pouvoir identifier dans un premier temps les aspects clés de la qualité de vie au travail et puis de comprendre les défis actuels qui y sont liés. On parle de risques psychosociaux, de santé mentale également et tous les facteurs sociaux et environnementaux qui peuvent avoir un impact important sur la motivation ou la mobilisation des collaborateurs au sein d'une équipe et d'un collectif. Donc là, on est vraiment sur une modalité de formation de 2 jours où on va travailler des diagnostics et des autodiagnostics d'équipe avec l'idée de venir activer des solutions concrètes derrière la notion de QVT et de venir travailler ces stratégies long terme. On est vraiment dans une logique de développer la résilience du manager face à des équipes qui sont en transformation et en transition pour venir mobiliser avec plus de sens. Sur ce format de 2 jours, une prochaine session sera prévue le 7 et 8 septembre à Saint-Étienne en présentiel. Nous avons ensuite des discussions autour de la diversité, de l'égalité, de l'inclusion. Donc la thématique du management inclusif, elle est clé depuis de nombreuses années. Il était important de pouvoir identifier concrètement dans nos collectifs les leviers de performance durable qui sont liés à ce management inclusif. On est également sur un format 2 jours qui aura lieu soit en distanciel ou en présentiel. En l'occurrence, une prochaine session est prévue du 14 au 15 septembre à Saint-Étienne, avec pour objectif de venir regarder ce fait social et sociétal à travers différentes situations, de pouvoir repartir évidemment des fondamentaux de la discrimination pour identifier les situations d'exclusion. On parlait tout à l'heure avec David Blanc potentiellement des situations discriminatoires liées à l'appartenance à un syndicat. En l'occurrence, il y en a beaucoup d'autres et l'enjeu de cette session sera d'aller regarder tous les aspects d'exclusion liés au handicap, à l'âge, à l'origine sociale ou religieuse ou culturelle, au genre, à l'orientation sexuelle, l'apparence physique et j'en passe. Il y a énormément de sujets liés à la discrimination. L'objectif concret derrière à retirer de cette formation sera d'accroître la performance sociale et aussi de pouvoir sensibiliser ces équipes. C'est-à-dire quand on vient creuser ces questions et notamment la question de la laïcité, comment et par quel biais on peut venir sensibiliser ces équipes. Justement, je parle de biais, il y a vraiment cet enjeu d'interroger les biais de l'individu et du collectif face à ces perceptions de situations d'exclusion. L'enjeu sera également de pouvoir se saisir du sujet pour développer une dynamique managériale innovante pour que chacun dans l'équipe vienne développer son potentiel. Et un dernier sujet qui fait partie du catalogue des nouveautés 2023. Donc nous avons construit cette fois un parcours en 2 jours pour permettre de recruter, de fidéliser, de mobiliser ses collaborateurs. Donc pour les personnes qui ont déjà suivi la compétence RH du manager, là on est vraiment au début du parcours du collaborateur, avant son arrivée, au début de son intégration dans l'équipe et ensuite pour le mobiliser dans son développement professionnel avec un enjeu de construire une stratégie long terme appropriée pour chacun des collaborateurs d'une équipe. Donc de bien comprendre quelles vont être les étapes clés, les éléments clés de mobilisation et de motivation d'un collaborateur dans une équipe, de pouvoir identifier et utiliser ces éléments pour travailler vraiment l'enjeu de l'image de l'employeur et développer ensuite tous les éléments possibles
clés nécessaires à activer pour fidéliser les personnes les plus talentueuses, mais aussi globalement fidéliser une dynamique d'équipe qui sera engageante pour l'ensemble des participants. Tout cela a bien sûr un enjeu assez fort. On parlait du sens au début de la présentation, mais de venir améliorer la réputation de l'organisation. Donc là, on est vraiment au sens large avec donc 2 jours de présentiel qui sont prévus à Saint-Étienne, encore une fois, du 19 au 20 octobre. Voilà pour, ces nouveautés au catalogue de la formation RH au management. Pour intervenir, des équipes de managers spécialisées sur ces sujets vous présenteront et porteront l'animation de ces sujets. Et donc je suis disponible pour répondre à vos questions, car normalement, nous avons fait le tour de ces différentes nouveautés. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont déjà présentes. Alors, on n'a pas de questions pour l'instant. Super. Je regarde dans le fil de chat. Non, pas de questions. Alors après, pour les dates, on les a déjà données. Donc, de toute façon, hop, alors attends. Amélie, si tu peux, je vais faire mon petit partage. Je vais juste. Hop. Tac. Donc, toutes les formations dont on vous a parlé, elles sont bien entendu disponibles donc en intra sur mesure. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez mettre en place une intra au sein de votre organisme pour ces formations. Et donc, soit on pourra les dupliquer si le format vous convient, ou on peut faire une adaptation si jamais il y a besoin. Pour s'inscrire aux formations donc catalogue dont on a parlé, on vous a mis les dates. N'hésitez pas à vous rendre directement sur notre site internet donc de la formation professionnelle de l'N3S. Et lorsque vous cliquez en fait sur la formation qui vous intéresse, en bas à droite, vous aurez un volet information pratique qui vous rappelle les dates. Je ne sais pas si on voit bien mon écran, Amélie. Oui, je pense que c'est bon. Non, ton écran n'est pas partagé, Emmanuel. Partage mon écran. Je ne peux pas, tant que tu n'as pas partagé. Mais... Ah, pardon, excuse-moi. Attends, j'ai cru que ça avait marché. En attendant, nous avons une question pour Madame Le Pagnol. Je ne sais pas si on peut peut-être répondre à la question pour Madame Le Pagnol sur la QVT qui est devenue QVCT. On nous dit que le C est ajouté depuis la loi du 2 août 2021 pour dépasser les à côté revenus de la QVT, enfin retenus de la QVT depuis sa mise en œuvre de 2015. L'évolution est substantielle. Est-elle évoquée justement dans votre formation, Madame Le Pagnol ? Alors effectivement, on parle de qualité de vie au travail et qualité de vie et des conditions de travail. Nous, on intervient sur ces sujets à travers à la fois des accompagnements d'équipe et à travers la formation. Globalement, la manière dont on aborde ces thématiques, c'est vraiment lié autour du sens au travail pour venir toucher le bien-être. On l'aborde à travers 4 piliers, les piliers du bien-être au travail, à travers un modèle sociologique qui a été développé, qui vient creuser la question du sens, du lien entre l'ensemble des équipes et des collaborateurs entre eux, du travail autour de l'organisation et de l'organisation de l'activité et également du confort. Ces 4 piliers permettent d'aller creuser à la fois les enjeux de la qualité de vie et du bien-être et également des conditions de travail en termes de charge de travail, en termes de qualité de l'environnement de travail, à la fois avec la dimension maintenant du management hybride, c'est-à-dire comment on vient intervenir sur des populations qui se retrouvent avec du télétravail la moitié de la semaine ou qui sont sur différents sites, par exemple, et sur les enjeux d'ergonomie également. Vous voyez, c'est assez large. L'enjeu également de pouvoir adapter nos formations au public et de venir aussi travailler les espèces très spécifiques qui sont liées au collectif. Souvent, on observe que parfois, travailler sur la question du bien-être ou du confort, c'est l'arbre qui cache la forêt, avec derrière des enjeux qui sont forts liés à l'organisation et de l'activité, la répartition des tâches notamment, et l'organisation des espaces de discussion dans une équipe. Derrière, c'est ce qui va être proposé dans les 2 jours de la formation. Merci. On a d'autres questions du coup qui sont arrivées. Donc ça, c'est plus pour nous. Public de la dernière formation RH ou manager? Alors la dernière formation qui était présentée, c'était recruter, fidéliser, mobiliser ses collaborateurs. Les deux au niveau du public.
Oui, les 2. En tout cas, on peut adapter après, en fonction du public, s'il y a des groupes qui sont plus, plus orientés sur l'un ou l'autre des profils, mais effectivement, c'est pour les 2. Pour les personnes qui ont déjà suivi la compétence RH du manager, on retrouve vraiment des thématiques qui vont être similaires, même si là, on retrouve vraiment l'enjeu de piloter une stratégie RH d'équipe avec la possibilité de recruter, fidéliser, mobiliser comme inscrit dans le titre. Pour autant, pour des équipes RH, c'est aussi très intéressant de venir positionner des référentiels sur ces sujets. Alors la deuxième question, c'est les formations seront-elles accessibles aux DROM en distanciel compte tenu du décalage horaire? Donc c'est vrai que pour l'instant, on a planifié des dates présentielles pour ces formations qui sont soit à Paris, soit à Saint-Étienne. On n'a pas encore prévu de planifier de dates en distanciel. Enfin, on n'en a pas encore planifié, mais c'est une possibilité. En tout cas, on prend bonne note de votre question. Et si on planifie des dates, on prendra en compte justement l'accessibilité pour les DROM. Oui, on a l'habitude de les animer, ces sessions en distanciel également pour les DROM. Donc, sur ce point de vue-là, pas de souci. Est-ce que cette fois, on voit bien mon écran, Amélie? Alors, je le partage de ce pas. Super, merci Le beaucoup. voici. Du coup, je disais donc toutes nos formations intercatalogues, vous pouvez vous inscrire directement, enfin inscrire vos collaborateurs sur notre site internet, directement le site de la formation professionnelle de l'EN3S. Et quand vous cliquez sur la formation qui vous intéresse, vous avez un petit volet à droite sur les informations pratiques et vous avez donc les dates, les tarifs et en bas, vous avez un petit pavé rouge « Je m'inscris en ligne » et quand vous cliquez, en fait, vous remplissez le formulaire qui vous permet d'inscrire votre collaborateur. Et toutes nos formations, elles sont accessibles en intra. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez mettre une formation en place en intra au sein de votre organisme. J'avais mis mes contacts. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a détails et compléments pour la formation QVCT, merci. Détails et compléments. Ça veut dire que c'était clair. Merci. Merci, madame. Je me permettais de prendre la main par rapport à une question sur le Pass Pro, parce que là, c'est vraiment notre offre interne. Donc, on a offert à des organismes la possibilité de commander un pass avec un certain nombre de jours de formation. Et oui, elles sont éligibles. Et vous allez recevoir aussi, pour ceux qui sont concernés, un message récapitulant tout ce qui est éligible. Mais là, tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui l'est, dans la mesure où c'est du catalogue. Par contre, uniquement pour le catalogue, pas pour les intras. Hein, donc, si vous inscrivez un collaborateur à une formation catalogue, Paris, Saint-Étienne ou en distance, c'est éligible. Par contre, pas en intra. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas, hein, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions, voilà. mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Public de la dernière formation RH ou manager. Bah, les deux, on a dit. Ouais. Ouais, voilà. Il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure, je pense, hein, le webinaire. Emmanuel, tu voulais préciser des choses? Alors du coup, toutes sur les... la partie, voilà, tout ce que tu avais expliqué sur le site notamment. C'est ça, tous les supports donc, de présentation vous seront envoyés. Vous aurez aussi un petit questionnaire de satisfaction. Et donc voilà, pour rappel, toutes les intercatalogues, il y aura les dates dans les supports de formation. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Donc c'est bien le site de la formation professionnelle de l'EN3S, où vous pouvez inscrire vraiment directement les collaborateurs quand c'est des intercatalogues. Et ensuite, les demandes d'intra, donc les demandes spécifiques pour votre organisme, vous me contactez directement par mail. Je vous ai mis mon email dans la slide. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail pour qu'on puisse mettre en place les formations en intra. Elles sont toutes déclinables en intra au sein des organismes. Très bien, merci Emmanuel. Ah oui, alors une question aussi interne, enfin, la mobilisation du CPF pour ces formations. Alors non, c'est pas
possible pour une raison simple, c'est que ces formations ne sont pas référencées, si vous voulez, dans le cadre du référentiel de compétences. Et donc, le CPF n'est pas mobilisable. La seule formation à l'EN3S, pour l'instant, il y a un travail en cours, mais pour l'instant, où on peut utiliser son CPF, c'est un cycle long, c'est le Master Manager stratégique des organismes de protection sociale. Et parce que là, il est construit avec une université, on a reconstruit ça en bloc de compétences, et donc on a pu le faire valider au RNCP. Mais pour les formations du catalogue, ce n'est pas possible. Donc, vous devez le faire financer par votre organisme. Voilà. Écoutez, déjà un grand merci aux 3 intervenants consultants. C'était enrichissant de rentrer plus dans le fond des thématiques qui sont abordées et je trouve qu'on voit que ça vraiment répond ça fait écho avec des enjeux très forts d'actualité. L'autre chose que je voulais dire en guise de conclusion, c'est que on va poursuivre ce cycle de webinaires mensuels et que le prochain, il aura lieu le 6 avril, jeudi 6 avril, et on va vraiment parler de l'accompagnement, notamment des métiers du comptable et du financier. Donc l'accompagnement des directeurs comptables et financiers, des fondés de pouvoir, et aussi l'accompagnement que l'EN3S peut proposer pour ceux qui se projetteraient sur ces postes-là. Donc qui auraient eu envie de rejoindre ces métiers-là. Il y a, comme pour d'autres métiers, une sorte de petite crise d'attractivité, puisqu'on sait qu'à travers des retours des différents réseaux, on a régulièrement, alors sur des destinations qui sont peut-être pas forcément, qui sont moins désirables peut-être, mais en tout cas, il y a des difficultés à recruter des directeurs comptables et financiers dans différents réseaux. Je pense à la branche famille, branche maladie, avec des appels qui sont relancés plusieurs fois. Voilà, donc c'est un débat qui est assez ancien, mais on souhaitait s'inscrire dans ce mouvement-là et proposer des choses pour renforcer ce vivier de candidats. Donc ce sera le prochain webinaire le 6 avril. Et puis voilà, d'ici là, on se reverra, j'espère en présentiel à Paris, à Saint-Étienne, ou bien en distanciel lors de nos nombreux événements. Je vous remercie à toutes et à tous. Très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.